Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un QCM d'électrostatique. Bon, je vais vous proposer 15 petites questions vraiment de compréhension de cours, calcul de champ par des charges électrostatiques discrètes, continues, calcul de force électrostatique et de potentiel. Bon, comment travailler avec cette vidéo? Je vous conseille tout simplement de lire chaque question, de bloquer la vidéo, de votre proposition avant de continuer. Donc, question numéro 1, très simple. Quand on double la distance entre deux corps chargés, la valeur de la force est double, reste inchangé, divisé par 2, divisé par 4. Donc, ce qu'il faut retenir sur la force électrostatique entre deux charges, charge Q1 et charge Q2, tout de suite, vous définissez d'abord la ligne qui joint les deux charges, c'est très important. Ensuite, vous définissez le vecteur U12 dirigé de la charge Q1 vers Q2, le vecteur I21 dirigé de la charge Q2 vers Q1, et par définition, la force exercée par 1 sur 2 est proportionnelle au produit des charges Q1 fois Q2, divisé par la distance au carré, bien sûr 1 sur 4 pi epsilon 0, suivant le vecteur U12. Donc si Q1 et Q2 sont de même signe, ça veut dire la force va être dans ce sens, la force exercée par 1 sur 2. La même chose, la force exercée par 2 sur 1, ça sera Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 r carré, mais cette fois-ci suivant le vecteur dirigé de 2 vers 1. Donc si je suis toujours dans le produit de deux signes, des deux charges est positif, ça veut dire la force exercée par 2 sur 1, donc c'est 1 qui subit la force, c'est 2 qui exercent la force, donc je dois la représenter au point où se trouve la charge Q1. Donc ça, c'est la force exercée par 2 sur 1. Et vous voyez bien que si les charges sont de même signe, les forces sont répulsives. Maintenant, vous voyez bien que si j'augmente la distance R, la force, donc si je remplace R' par 2 fois R, donc vous allez avoir la force, ce sera 1 sur R' au carré, ce sera 1 sur 4R au carré. Donc bien sûr, il va être divisé par 4. Question suivante. Quel est le champ électrostatique au point C, au milieu de AB? Les deux points A et B sont distants de 2 mètres. Est-ce qu'il est nul? 18 000 volts. Aucune réponse précédente n'est complète. Bien. Donc là, vraiment, il y a un petit problème, il faut suivre. Donc, on vous dit quel est le champ électrique au point C. Le champ électrique, c'est un vecteur. Donc, je vous rappelle, si vous avez une charge ponctuelle Q, il est créé en un point M quelconque un champ électrique E qui est défini suivant le vecteur unitaire U dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Et le vecteur E est donné par Q sur 4 pi epsilon 0 suivant le vecteur unitaire U sur R carré. Donc si la charge est positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur, c'est-à-dire suivant le vecteur unitaire U. Si la charge est négative, il sera opposé à U. Donc toujours pour une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Pour une charge négative, il est toujours dirigé vers la charge. Maintenant, si on veut calculer sa valeur numérique, son module, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 puissance 9 dans le système international, fois Q sur R carré. Donc R, c'est 1 mètre, parce qu'on vous donne AB égale à 1 mètre. Donc la force, quel est le... Non, pardon, on n'a pas encore. Il faut d'abord représenter les champs. Donc là, on va utiliser le théorème de superposition. J'ai deux charges. Donc la charge plus va créer un champ au point C qui est dirigé de la charge vers l'extérieur. Je l'appelle E+. La charge moins va créer un champ qui est dirigé vers la charge. E-. Et vous voyez bien que O- et E+, ils ont le même module, puisque c'est la même distance, même charge, mais ils ont le même sens. Donc le champ total, ce sera 2 fois Q sur 4 pi epsilon 0. On va définir ce vecteur unitaire U, U sur R carré. Si je fais l'application numérique, le module de E, donc ça sera Q, vous la remplacez par 2 fois 10 moins 6, un microcoulomb, c'est 10 à la puissance moins 6. 10 moins 6 multiplié par 10 puissance 9, ça me donne 10 puissance 3. 9 fois 2, ça fait 18. Donc ça fait 18 000 volts par mètre. Donc le module de E, ça sera égal à 18 000
volts par mètre. Peut-être quelqu'un va cocher la réponse B, mais ce n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'on vous dit le champ électrique. Et le champ, on a besoin du module, du point d'application et du sens. Or, quand je dis un champ de 18 mètres, ça peut être dans ce sens, ça peut être dans n'importe quel sens. Donc là, il faut cocher aucune des deux réponses précédentes n'est complète et n'est pas complète. Le champ, effectivement, si on vous pose la question quel est le module du champ électrique au point C, bien sûr, le module, ce sera 18 000 volts. Bien, donc là, il faut bien retenir là aussi la représentation du champ électrique. Là, vous trouvez beaucoup de difficultés. C'est très simple. Vous avez une charge Q. Je vais représenter le champ créé par cette charge en un point. Je regarde le signe. C'est le signe de la charge qui va me dire... D'abord, il va être suivant la droite qui joint la charge au point où je calcule le champ. D'abord, je trace la droite. Ensuite, si la charge est négative, le champ se dirige toujours vers la charge. Si la charge est positive, le champ se dirige de la charge vers l'extérieur. Vous avez ici une charge positive, il se dirige de la charge vers l'extérieur. Vous avez une charge négative, il se dirige vers la charge. Donc, ils ont même sens, même module, même direction. Donc, le module, c'est effectivement 18 000 volts par mètre. Donc, l'unité, bien sûr, d'un champ électrique, c'est volts par mètre. Mais il manque dans cette réponse le sens. Donc, ce n'est pas complète. Question 3. On vous dit une sphère isolante de rayon R de surface S placée à une distance R de l'origine enferme deux charges. Donc, elle forme une charge Q1 et enferme une charge Q2. Et Q1 égale à 4Q, Q2 égale à moins 2Q, avec Q positif. Déterminer le flux électrique sortant de cette sphère. Bon, si vous avez fait le théorème de Gauss, vous savez que le flux d'un champ électrique à travers une surface fermée, là c'est une sphère, c'est bien une surface fermée. Surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc le flux, ça sera Q1 plus Q2 divisé par epsilon 0. Donc 4Q moins 2Q, ça sera 2Q sur epsilon 0. Donc c'est bien la réponse B. Bien. J'ai reçu beaucoup de questions. À quoi sert le divergence, gradient et tout ça, rotationnel? Bien sûr, ce sont des paramètres qu'on utilise souvent pour faire des démonstrations. Il se peut que dans certains examens, on vous donne un vecteur. Par exemple, ici, on vous dit calculer en coordonnées cylindriques la divergence de ce vecteur. Et là, vraiment, il faut faire très, très attention. On vous donne 3 propositions. Donc, je vous donne, bien sûr, l'expression de divergence, ce n'est pas la peine de la prendre par cœur. On vous la donne. Si vous avez un vecteur A en coordonnées cylindriques qui a pour composante, donc 1 sur R, D sur D de R fois A indice R, plus 1 sur R, la dérivée de A indice θ sur D de θ, plus D de A indice Z divisé par D de Z. Ici, ça veut dire un vecteur A qui a pour composante A de R suivant ER, plus A de θ suivant Oθ, plus A de Z suivant OZ. La difficulté ici, c'est que on vous dit calculer les coordonnées du vecteur R qui est égal au M. Ça veut dire ce R-là n'a rien à voir avec ce R qui apparaît ici. Et là, il faut faire très attention. Voilà les coordonnées cylindriques. D'accord? Voilà le vecteur OM. Et dans l'énoncé, on vous dit OM, justement, ce vecteur, malheureusement, on vous dit que ce vecteur, c'est égal à M. OM, c'est le vecteur R. Or, d'habitude, en coordonnées cylindriques, le R, on le donne à cette distance-là. D'accord? Les coordonnées cylindriques, c'est R. Bon, je vais l'effacer, c'est R, θ et Z. Sauf que si on note R, on n'a plus le droit de noter cette distance R. Donc, d'habitude, on le note ρ. Donc, ρ, plutôt ρ, θ et Z. C'est ça les coordonnées cylindriques. Donc, vous voyez bien que ce ρ, quand on prend un vecteur maintenant en coordonnées cylindriques, A, il faut le noter, non pas A de R indice R, c'est A indice ρ suivant ρ, plus A indice θ suivant Oθ, plus A indice Z suivant OZ. Ça veut dire l'expression de coordonnées cylindriques, divergence aux coordonnées cylindriques, il faut la prendre égale à celle-là. C'est 1 sur ρ, D sur D de ρ, de A suivant ρ. Donc un vecteur A en ρ, c'est la composante de A suivant ρ, plus 1 sur ρ, la composante du vecteur A suivant θ, plus la dérivée de V de Z par rapport à Z. Revenons à notre vecteur, c'est le vecteur OM, qui est égal à R. Ce vecteur R, c'est bien ρ suivant ρ, plus Z suivant K. Donc voilà
A de ρ, voilà A de Z. Donc, je remplace, je calcule divergence de ρ, j'applique la définition. 1 sur ρ, d sur d de ρ fait la composante de ce vecteur suivant ρ. Je regarde la définition, sa composante c'est ρ, donc je mets ici ρ. Plus sa composante, il n'a pas de composante suivant θ, donc c'est 0. Plus la dérivée de la composante de A de Z, donc la composante de ce vecteur suivant Z, c'est bien Z, dur sur d de Z. Et je calcule. La dérivée de ρ au carré, c'est 2 fois ρ, divisé par ρ, ça me donne 2, plus la dérivée de z par rapport à z, c'est 1, donc ça me donne 3. Et je coche la réponse A. Donc là, vraiment faire très attention aux coordonnées cylindriques. Toujours dans l'exercice, il se peut qu'on donne les coordonnées cylindriques R, θ et Z. Si on vous dit coordonnées cylindriques et on les note R, θ et Z, R, c'est cette distance. C'est celle-là. C'est la distance entre le point M et sa projection sur l'axe Z. Mais si on vous donne ρ, θ et Z, bien sûr, ρ, c'est cette distance-là. D'accord? Bien. Voilà notre exercice sur divergence. Là, on travaille en coordonnées cartésiennes. Bien sûr, vous savez que divergence d'un vecteur A en coordonnées cartésiennes, c'est la dérivée de sa composante suivant x sur d de x, plus sa dérivée de sa composante suivant y sur d de y, plus la dérivée de sa composante suivant z sur d de z. Bon, tout de suite, voilà, et on vous dit calculer, on vous donne un vecteur, et on vous donne calculer sa divergence. Est-ce que ce vecteur, ou celui-là? Donc là, il faut là aussi très attention, je l'ai déjà noté dans plusieurs vidéos. Souvent, lorsqu'on donne aux étudiants de calculer cette divergence, qu'est-ce qu'ils font? Divergence de E, qu'est-ce qu'ils écrivent? D de E sur D de X, plus D de E sur D de Y, plus D de E sur D de Z. Et là, c'est faux. Faites très attention. Dans l'expression divergence, ce n'est pas la dérivée du vecteur A par rapport à X, c'est la dérivée de la composante du vecteur E suivant X. Là, vous avez bien E, il a une seule composante, mais suivant K. Il n'a pas de composante suivant X. Donc, la dérivée de E du X, de E du Y et de E de Z. Donc, il n'a pas de composante suivant X, c'est 0. Il n'a pas de composante suivant Y, c'est 0. Et sa composante suivant Z, c'est D sur D de Z de E cosinus oméga t moins alpha x. Bien sûr, ce terme ne dépend pas de Z, donc sa dérivée, c'est 0. Et il faut cocher la réponse D. OK? Bien. Je passe à notre exercice. Souvent, vous aurez ce type d'exercice dans le prochain devoir. Calculer au sommet d'un carré de côté 1 mètre, il y a 4 charges. On vous donne 1 microcoulombe, 2 microcoulombes, moins 5 microcoulombes, plus 2 microcoulombes. Quel est le champ au centre du carré? Donc là, on vous donne le module et le sens. Le champ total est nul. 72 000 volts par mètre dirigé de C vers A. La même chose, mais de A vers C. 108 000 dirigé de D vers B. Et 108 000 dirigé de A vers C. Ou bien aucune réponse. D'abord, il faut représenter le vecteur créé par chacune des charges. Je commence par la charge plus. C'est une charge positive. Donc, il est dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà le champ créé par A. Je l'appelle EA. Ici, B, c'est une charge positive. Donc, le champ va être dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà EB. C, c'est une charge négative. Donc, le champ, je vais le mettre en rouge, le champ est dirigé vers la charge. C'est EC. Là, c'est une charge positive. Il sera dirigé de la charge vers l'extérieur. C'est ED. Donc, tout de suite, vous remarquez que E de D et E de B, puisque c'est la même charge, 2, 2, même distance. Donc, E de B plus E de D, ça, il va être égal à 0 parce que la somme de deux vecteurs de même module, mais de sens opposé. Donc, le champ total, d'abord, il va être dirigé de A vers C. Donc, de A vers C, j'élimine... j'élimine pas cela pour le moment. Donc, j'élimine le champ nul. C'est pas possible. Dirigé de C vers A, non. De D vers B, non. Donc, il me reste soit de A vers C, je calcule le module de ce champ. Eh bien, le module de E, bien sûr, théorème de superposition, ce sera 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de 1 sur Q, la charge Q, je l'appelle, et ensuite plus 5 sur Q. Donc là, je parle le module. Donc là, il faut faire plus. Le signe moins, j'ai déjà tenu compte du signe moins quand j'ai tracé le vecteur dirigé de O vers C. Donc le module de ce champ, créé par moins 5, ce sera 5
Q sur 4 pi epsilon 0 et bien sûr 1 sur R. Pardon, c'est pas un Q, c'est pas ça, pardon. C'est Q. Q sur R plus 5 Q sur R. C'est tout. Et bien sûr, R est égal à quoi? R, c'est égal à la distance OC, pardon, la distance OC. Et la distance OC, c'est 1A sur racine de 2, A racine de 2 sur 2, là, la diagonale d'un carré. Je vous rappelle que la diagonale d'un carré, c'est A racine de 2. La moitié, c'est A racine de 2 sur 2. Ça veut dire 1 sur A sur racine de 2. Comme A est égal à 1, donc ça sera 1 sur racine de 2. Donc on remplace 9, 10 puissance 9, 6 fois 6, fois Q qui est égal à... j'ai pris ici Q, c'est 1 microcoulomb, parce que 5Q, 5 fois microcoulomb, donc 10 moins 6, divisé par sur R carré, donc 1 sur racine de 2, donc divisé par 1 demi. Donc ça veut dire qu'il faut tout multiplier par 2. Donc 9 fois 6, 5, 9 fois 6, pourquoi 1 sur racine de 2, oui. Donc là, il manque bien sûr, c'est sur R carré, hein, donc ça fait Q plus 5Q, ça sera 6 fois Q. Donc 6Q, c'est 10 moins 6. Donc ça me donne 9, 10 puissance 3. 9 fois 6, c'est 54 fois 2, c'est 108. Donc c'est 108 000. Donc j'ai deux valeurs de 108 000. Mais de A vers C, donc c'est la réponse. Donc c'est la réponse D. Ah, d'accord, donc voilà pour le calcul de champ électrique. Donc là, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 sur 9 10 puissance 9, Q sur R carré, donc le champ créé par la charge au point A, plus 5Q sur R carré, et R, je répète, c'est 1 sur racine de 2, au carré, ça sera 1 demi. Donc voilà pour ce champ-là. Maintenant, on vous dit que le champ, donc je rappelle que le champ est égal à 108 000 volts par mètre. On vous dit, si je place maintenant une charge de moins 2 millicoulombs au point O, quelle sera la force subie par cette charge? Or, vous savez que si vous avez dans une région du champ électrique, il existe un champ électrique E. Si vous placez une charge Q ici, il va être soumise à la charge F est égal à Q fois E. Donc la force, comme Q est négatif, donc la force est E, puisqu'on a montré que le champ est dirigé de A vers C. Donc obligatoirement, la force va être dirigée dans notre sens. Donc la force, parce que la charge est négative. Et son module, ça sera Q fois E. Donc E, c'est 2, 10 moins 3. Donc 2, 10 moins 3, donc ça sera 2 fois 108. Et 108 fois 2, ça fait combien? Ça fait 216. 216 de C vers A, donc c'est la réponse B. D'accord? Donc 10 moins 3 avec 108 000, ça me donne 108 fois 2. Et 108 fois 2, c'est bien 216. Et il est bien dirigé de C vers A. Donc c'est bien la réponse B. D'accord? Donc là aussi, il faut faire très attention au signe de charge. La force subie par une charge. Si vous connaissez le champ en un point, si je mets en ce point une charge, bien sûr, il va subir la force F est égal à Q fois E. Bien. Maintenant, en utilisant les invariances, déterminer les coordonnées dont dépend le champ créé par une sphère de rayon R chargée avec une densité sigma est égal à A cosinus θ. Essayons d'abord, donc je rappelle en coordonnées sphériques, voilà l'angle θ. Donc ça veut dire θ égale 0 ici, et θ égale à pi, c'est là. Or, vous savez que cosinus, il est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc il est positif de ce côté-là, et il est négatif sur l'autre. Donc voilà les signes de cette densité. Donc une sphère dont la moitié supérieure est chargée positive, la moitié inférieure est chargée négative. Est-ce qu'on a invariance par déplacement suivant R? Ça veut dire si je me place ici ou là, est-ce que je regarde la même sphère? Bien sûr non. Là je suis très proche de la sphère, là je suis très loin. Donc obligatoirement, toute grandeur physique, X, doit dépendre de R. Est-ce que vous avez invariance par changement de θ? Donc, je vais supprimer ça par changement de θ. Par changement de θ, ça veut dire que je change la valeur de θ. Si je suis là ou je suis là, est-ce que je regarde la même sphère? Bien sûr, non. Là, vous voyez une partie positive. Là, vous voyez une partie négative. Donc, il va dépendre de θ. Maintenant, est-ce que
si je fais changer phi, phi c'est cet angle-là, pardon, phi c'est cet angle. Ça veut dire que je fais rotation de la sphère ici et je me place là. Est-ce que si je tourne la sphère autour de cet axe, j'observe toujours la même sphère? Oui, bien sûr, je suis là, j'observerai toujours le côté positif. Si je suis là, j'observerai toujours le même côté négatif. Donc le champ ne dépendra pas de phi. Donc le champ dépendra uniquement de r et de θ. C'est la réponse B. Donc voilà ce qu'on appelle les invariances. Donc les invariances, vous faites varier la variable. Si vous observez le système identique, ça veut dire le champ ne dépendra pas de cette variable. D'accord? Donc vous voyez bien que si je change R, là je suis à l'intérieur de la sphère, là je suis à l'extérieur, là je suis très proche, là je suis très loin, donc c'est pas du tout la même symétrie. Si je change θ, vous voyez bien ici, j'observe un côté positif, là j'observe un côté négatif, donc il dépendra de θ. Par contre, si la charge, par exemple, si j'avais une sphère qui est partout positif, partout positif, c'est pourquoi on dit pour une symétrie sphérique, le champ ne dépend de R. Si vous vous placez un angle θ, vous êtes là, ou bien un autre angle θ, vous êtes là, ou bien un autre angle θ, ou bien un autre angle. Vous voyez bien, vous observez toujours la même sphère positive. D'accord? Mais là, faites attention, là, on n'a pas une symétrie sphérique parce que vous avez une invariance par rotation autour du centre. Là, on ne parle pas de symétrie sphérique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une symétrie sphérique? Si je tourne la sphère autour du centre, je dois observer toujours le même système. Là, vous tournez la sphère. Celui qui est là, par exemple, certains moments, on va observer des charges positives. D'autres moments, il va observer des charges négatives. Donc, on n'a pas, même si j'ai une sphère, je n'ai pas une symétrie sphérique. Faites très attention là, ici. Donc, la variable, le champ doit dépendre de R et de θ. Bien. La question aussi intéressante, pour la sphère, la charge totale, elle est nulle. Le flux de la charge électrique à travers une sphère n'est pas nul. C'est à vous de répondre. Le champ à l'extérieur de la sphère est nul. Le champ à l'intérieur de la sphère est nul. Là aussi, une question très importante dans laquelle vous avez beaucoup de confusion. Commençons par la charge totale est nulle. Oui, c'est vrai, je coche les bonnes réponses. Pourquoi? C'est parce que si vous faites l'intégrale de sigma d de s, qui est égal à l'intégrale de a cosinus θ et d de s, c'est r d de θ, r carré sinus θ, d de θ, d de phi. Donc vous voyez bien que ça va vous donner quelque chose qui est nul. Bien, en coordonnées sphériques, parce qu'un élément de surface en coordonnées sphériques, c'est r qui est constant. Donc je rappelle, r qui est constant, donc d de s, c'est r d de θ fois r sinus θ, d de phi. Donc, vous intégrez, vous allez obtenir 0. Le flux de champ électrique à travers une sphère de rayon R n'est pas nul. C'est faux. Pourquoi? Parce que la charge intérieure, le flux à travers cette sphère, par exemple, est-ce qu'il est nul? Oui. Est-ce qu'il n'est pas nul? Non, il est nul. Pourquoi? Parce que par définition, le flux, c'est la charge intérieure. Et du moment que la charge intérieure est égale à 0, donc le flux est égal à 0. Donc, le flux à travers cette sphère est égal à 0. Mais là, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Gauss? Il nous dit le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et le flux, c'est bien sûr l'intégrale sur une surface fermée E d de S. Donc ça, c'est égal à 0, parce que la charge intérieure est égale à 0. Est-ce que ça veut dire que le champ est nul? Et ça, c'est l'erreur que vous faites souvent. J'ai un flux qui est nul, mais ça ne veut pas dire que le champ est nul. Faites très attention. Un flux nul, ça veut dire tout simplement, j'ai un flux qui est conservatif. Ça veut dire j'ai autant de lignes de champ qui sortent de la sphère. Et vous voyez bien ici, je prends une sphère de Gauss ici. Vous voyez bien que toute ligne de champ qui sort, elle rentre. Ça, c'est les lignes de champ d'une sphère qui est chargée, la moitié positive, la moitié négative. C'est ça ce que ça veut dire. J'ai un flux conservatif. Mais un champ, bien sûr, un champ n'est pas nul. Bon, je vais peut-être mettre ça sur une nouvelle page. Voilà, vous avez ici la sphère chargée. Je vais représenter quelques lignes de champ, la moitié positive, la moitié négative. Voilà par exemple une ligne de champ électrique. Il part de la charge positive, il arrive vers la charge négative. Donc là, il sort, là, il arrive, en gros, pas bien tracé. Donc, si je prends cette fois-ci une sphère quelconque ici,
fermée. Bon, je ne vais pas tracer. Vous voyez bien que toute ligne de champ qui sort de la sphère, il rentre quelque part. Cette ligne de champ qui sort, il va revenir ici. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un flux conservatif. Donc, le flux égal à 0 n'implique pas que le champ est égal à 0. Faites très attention. Quand est-ce que le flux égal à 0 va impliquer que le champ est égal à 0? Si par un calcul, j'arrive à montrer que le flux est égal à E fois quelque chose qui est non nul. Fois quelque chose qui est différent de 0. D'accord? Bien. Question 10. Donc là, on vous dit deux charges ponctuelles de 20 grammes. Chacune porte une charge Q positive de 1 microcoulomb. Se trouve en équilibre entre A et B. A est fixe, B est mobile, mais il n'y a pas de frottement. Quelle est la hauteur H? Donc là, la balle B, on va étudier le mouvement de la balle B. Elle est soumise au poids et à la force électrostatique. Donc, condition d'équilibre, tout simplement la somme des forces égale à 0. On va projeter sur cet axe-là. Donc, la projection du poids, vous avez ici l'angle alpha. Sa projection sur cet axe-là, c'est moins P sinus. Donc, j'ai moins P sinus 30 plus la force électrostatique égale à 0. Donc, la force électrostatique est égale à mg sinus 30. Et la force électrostatique, bien sûr, c'est Q au carré sur 4pi epsilon 0. La distance, cette distance-là, c'est combien? C'est R, vous avez, je l'appelle L. Et L, en fonction de H, vous avez sinus 30. Sinus 30, c'est H sur L. Donc L, c'est H, donc sur, on va dire 1 sur L au carré. Voilà, ça c'est la force électrostatique. Donc vous avez tout, il suffit d'écrire ça est égal à remplacer L par H sur sinus, sinus ici c'est sinus de θ, ou bien sinus 30, hein, c'est la même chose, sinus de 30, c'est H sur L, donc L est égal à H sur sinus 30. Qu'est-ce qu'on cherche? H, donc vous avez tout pour calculer, et je vous laisse le soin de faire l'application numérique, vous allez trouver 15 cm. Mais l'idée, c'est tout simplement de dire à l'équilibre, la somme des forces égale à 0 et de faire la projection, sur le plan incliné. Et la projection de la force électrostatique, c'est elle-même. La projection du poids, c'est bien dans le sens opposé, c'est le côté opposé à alpha, donc c'est sinus, c'est mg sinus 30. Voilà. Bon, dernière question sur... Ça, c'est pour les gens qui ont déjà fait le théorème de Gauss. On considère un milieu assimilable au vide des distributions de charges volumiques ρ contenues dans deux sphères concentriques. Donc, la charge se trouve uniquement dans cette partie-là. La charge totale de cette sphère est, on vous donne la densité de charge ρ, on vous donne R2 égale à 2 fois R1, on vous donne la valeur d'epsilon 0. Donc là, c'est 10 moins 12. 10 moins 12 farad par mètre. Bon, quelle est la charge totale? Bon, la charge totale, bien sûr, pour la calculer, si vous avez une distribution volumique, c'est l'intégrale ρ fois d de v. C'est quoi un élément de volume en coordonnées sphériques? Normalement, d de v, c'est r carré, d de r, sinus θ, d de θ, d de phi. Sauf que si vous intégrez une fonction qui dépend uniquement de r, on peut déjà intégrer par rapport à phi, par rapport à θ. Ça veut dire que vous pouvez utiliser comme élément de volume 4pi r carré d de r. Mais ça, c'est valable si je vais intégrer une fonction qui ne dépend que de r. Hein. Donc, si, bon, là aussi, fais attention, ρ est constant, je peux le sortir de l'intégrale, mais ce n'est pas toujours le cas. 4pi, c'est une constante. Et bon, j'ai déjà écrit tout ça, donc j'ai sorti ρ et pi, mais faites attention, si ρ n'est pas constant, il faut la remplacer par sa valeur et intégrer. Et bien sûr, ça va vous donner ρ fois 4pi, facteur de R2 au cube moins R1 au cube sur 3. Vous connaissez ρ, vous connaissez R1, R2, je n'ai pas fait l'application numérique, vous allez trouver une des 4 valeurs. Bon, le chaud produit par cette distribution pour R inférieur à R1, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de la sphère ici, est égal à combien? Bien sûr, là, vous utilisez le théorème de Gauss. Là, on a le flux à travers une sphère, ça, je pense, vous le connaissez maintenant par cœur. Le flux à travers une sphère pour une symétrie sphérique, c'est E fois 4pi r carré, est égal à la charge intérieure. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de cette sphère? C'est 0, parce que la charge se trouve uniquement ici. Donc, est égal à 0, donc bien sûr, E égale à 0. Donc, vous voyez ici, j'ai trouvé le flux égal à 0, et j'ai écrit E égale à 0, parce que pour une sphère, je peux écrire que le flux est égal à E fois 4pi r carré.
Hein? Bien, ensuite, le champ produit par cette distribution pour R compris entre R1 et R2. Bon, là aussi, je vais peut-être ajouter une autre sphère. Je l'ai traité, je ne sais pas, plusieurs fois ce type d'exercice. Hein. Vous avez une sphère, vous avez la deuxième. Donc ça, j'ai pas bien tracé, c'est pas grave. Et puis, je prends ma sphère de Gauss, elle est là. Voilà. Donc ici, voilà ma sphère de Gauss. Sphère de Gauss. Voilà la sphère chargée de rayon R1, voilà la sphère de rayon R2. Et le flux, on a déjà dit, c'est E4pi R carré. Ça, vous le calculez une seule fois, ce n'est pas la peine de refaire à chaque fois. Ce qui change, c'est Q intérieur. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de cette sphère de Gauss? C'est la charge qui se trouve ici. C'est tout ce qu'il faut faire attention. Donc Q, ce sera l'intégrale de ρ fois 4pi R carré d de R. Mais R varie entre R1 jusqu'à petit r, parce qu'on prend toujours la sphère de Gauss de rayon petit r. Donc, ça sera ρ fois 4pi, facteur de R au cube moins R1 au cube sur 3. Ça, c'est égal à 4pi R carré fois E. Vous simplifiez par 4pi par 4pi. Et ça vous donne E est égal à ρ sur 3, facteur de R moins R1 au cube sur R carré. On va voir. Ρ sur 4pi sur 3. Ah, il manque un epsilon 0, bien sûr. Ρ sur 3 epsilon 0. Et donc celui-là, voilà, ρ sur 3 epsilon 0. R au cube moins R1 au cube. Celui-là, il manque 3 epsilon 0. Il n'y a pas de 4. Donc c'est celui-là. C'est la réponse A. Voilà, c'est la réponse A, effectivement. Bien. Maintenant, le champ produit par cette distribution pour R supérieur, c'est-à-dire ici. Donc là, il faut tout simplement, le flux ne va pas changer. C'est la charge intérieure, il faut intégrer entre R1 jusqu'à R2. Et donc là, c'est la même expression, il suffit de remplacer petit r par R2. Donc ça sera R2 au cube. R2. Bon, allez, on va le faire. On aura E fois 4pi R carré est égal à ρ fois 4 tiers pi facteur de R2 au cube moins R1 au cube. Donc, en simplifiant par 4pi, donc E, ça sera ρ sur 3 epsilon 0, bien sûr. Ρ sur 3, c'est epsilon 0. R2 au cube moins R1 au cube sur R carré. R2 au cube moins R1 au cube sur R carré. C'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? R2 au cube. Ah, ici au carré. Donc R2 au cube, c'est bien la réponse B. D'accord? Donc là, c'est le flux toujours, ce sera E4pi R carré. La charge intérieure, c'est la même expression, l'intégrale ρ d de V. Et là, j'intègre entre R1 jusqu'à R2, tout simplement. Voilà pour cette question. Et dernière question, si une sphère conductrice de charge Q, c'est le conducteur en équilibre, de rayon R porté au potentiel V, la densité de charge Q, charge et Q sont liées. Bon, là, vous avez tout simplement, vous savez que pour une sphère conductrice, la charge ne se trouve que sur la surface. Donc, vous avez Q est égal à D de Q, pardon, D de Q, normalement, est égal à sigma D de S. Si sigma est constante, vous avez tout de suite Q est égal à sigma fois S. La surface d'une sphère, c'est 4pi R carré, donc c'est la réponse B. Enfin, le potentiel à une distance R sur 2, c'est-à-dire le potentiel en un point ici, de rayon sur 2, égale à combien? Or, on sait que pour une sphère, la surface est une surface équipotentielle, donc en fait, V est constant partout dans la sphère. Donc, on va le calculer au centre. Et vous savez que le potentiel au centre, V est égal à Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur le rayon. Bon, il suffit de prendre un élément de charge D de Q, il va créer un potentiel D de V qui est égal à 4. Bon, allez, je vais le faire. Pour vous montrer, si je prends une sphère, je vais calculer le potentiel au centre. Je sais que le potentiel est partout constant, donc je vais calculer un point simple qui est le centre. Je prends une charge D de Q. D de Q va me donner un potentiel D de V est égal à sur 4pi epsilon 0 D de Q sur R. Donc R, c'est la distance. Pour calculer le potentiel total, vous intégrez tout simplement sur 4pi epsilon 0. Le rayon est constant parce que tous les points de la surface sont à la même distance du centre O. Donc ça sera l'intégrale D de Q. Donc vous voyez, ça vous donne tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 grand R. Donc, puisque le potentiel est constant partout, que je prends R sur 2, R sur 3, R sur 8, c'est le même, c'est Q sur 4pi epsilon 0 sur R, c'est la réponse A.
Donc voilà pour ce petit voyage au sein de l'électrostatique. J'espère que j'ai éclairci un certain nombre de points. Bien sûr, je rappelle pardon, que sur la chaîne, vous avez tout ça avec des séries de TD corrigées, des examens corrigés. Il suffit de feuilleter la playlist électrostatique. Vous allez trouver tout sur l'électrostatique. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.